La politique française, le 49-3. Alors, je regardais, c'est le 24 novembre. Ah oui, je vous ai dit qu'il y aurait les ordonnances. Le 24 peu, novembre, parce que le samedi 22 novembre, on me l'avait dit. Le samedi 22 novembre, on me dit, ne t'inquiète pas, ça se terminera en ordonnance, c'est fait et c'est acté. Donc, on vient de voir pendant 2 mois tout ça pour finir sur les ordonnances. Alors, c'est pas encore fait, c'est soit 49.3, soit ordonnance. 49.3, il faut comprendre, il y en a 3. Parce qu'il y en a un sur la partie recettes, dépenses et sur le texte global. Donc 3 risques de motion de censure. Donc c'est très périlleux pour Sébastien Lecornu il faudra qu'il négocie avant avec les socialistes. Parce qu'il y a une motion de censure possible. En fait, quand vous faites le 49.3, de facto, derrière, vous avez un vote de l'Assemblée. Et s'il y a une majorité qui fait tomber le gouvernement, non seulement le gouvernement tombe, mais en plus le budget ne passe pas. Donc c'est une double peine pour l'exécutif. Ordonnance, ça a le bienfait, si je puis dire, pour le gouvernement, c'est quoi qu'il se passe ensuite à l'Assemblée, il peut y avoir une motion de censure, mais au moins le budget sera adopté. Thomas Bonnet, décryptage. Le mot sabotage a été employé aussi par l'entourage de Sébastien Lecornu. Là, c'est réemployé ce matin. Je ne crois pas que ce soit le mot le plus pertinent si on se prépare à des motions de censure. La réalité, c'est que les discussions ont traîné. C'était compliqué pour Sébastien Lecornu d'avoir une discussion. On a vanté son habileté. Manifestement, il n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Donc, il n'y a pas de majorité. On en revient voilà, toujours au même point. Tout ça, c'est vraiment le cirque. C'est le cirque. C'est pour sauver Macron. Oui, c'est vraiment le cirque. Ah oui. Alors on gagne du temps, tu gagnes 8 jours, tu gagnes 15 jours, tout ça. Exactement, c'est pour sauver. Il faut préciser que les ordonnances, ça ne s'est jamais produit sous la Ve République. Ça serait donc une première. Oui, mais... Avec Emmanuel Macron, on découvre la Constitution vraiment dans tous ses recoins. Là, vraiment... oui, est-ce que François Mitterrand avait refusé ça n'est jamais arrivé. Des ordonnances Non, mais là, ce sont des ordonnances en matière budgétaire, article 47. Oui, 47. Alors que jusque-là, beaucoup de gouvernements ont utilisé l'article 38 sur les ordonnances. Oui. C'est autre chose, là. C'est des ordonnances en matière financière. En matière financière, ça n'est jamais arrivé. Bon, écoutez, la suite au prochain épisode. Lyon. Alors là, j'ai des Lyonnais. Oui. Vous connaissez bien la situation. Moi, Lyonnais. Moi, je suis de l'Isère. Oui, mais c'est Grenoble. Oui, bon, on s'aime pas beaucoup. Tous les deux, on s'aime beaucoup. Grenoble et Lyon. Grégory Doucet, le maire de Lyon. A priori, il va être en difficulté, manifestement. Jean-Michel Aulas est très bien placé, d'après les sondages. Bon. Et alors, il s'est réveillé, Grégory Doucet, ça fait 6 ans qu'il est à Lyon, et puis les élections arrivent, il dit « Ah bah tiens, il faut peut-être que je mette des brigades à incivilité. » Le réel. Donc le réel. Alors qu'il avait refusé, notamment, je crois que la région Rhône-Alpes lui avait proposé 1 million d'euros pour installer des caméras, il les avait refusés. Donc il y avait un prisme idéologique, la sécurité, c'est pas le problème. Et là, 3 mois, donc il se réveille. Et là, il y a des brigades qui arrivent. Oui. Alors on va voir promises, le en tout cas. de Marie-Victoire Dieudonné. Regardez, écoutez. Créer des brigades anti-incivilité. À cette proposition du maire écologiste sortant, les Lyonnais sont unanimes. Très bien, mais trop tard. C'est un peu dommage d'être sur le tard. Je trouve que c'est juste une réaction un petit peu politicienne pour remplir les urnes. Si c'est pour que ce soit là, pour faire joli, quoi, et on le dit ça dans le vent, ou pour au contraire que le maire maintenant il fait ça exprès avant les élections pour je trouve ça bête, quoi. Pour les élections, ça va aider, mais je pense que ça peut être pas mal aussi parce que ça peut rassurer certaines personnes et ramener de la sécurité. En cas de réélection, 50 agents rejoindraient donc les rangs de la police municipale. En 6 années de mandat, Grégory Doucet a essuyé bien des critiques sur sa gestion de la sécurité. Le syndicat FO salue néanmoins les mesures proposées, pourtant inaudibles quelques mois auparavant. On a vu Lyon évoluer comme le maire. Tout ce que propose Grégory Doucet aujourd'hui, c'est ce qu'on demandait au début de son mandat, et il avait tout le temps pour le faire. Donc les autres candidats, tout le monde, nous... on le savait, il va y avoir des promesses. Mais on attend, et il n'y a pas que nous. C'est dans l'intérêt du monde politique. Quand on fait des promesses, il faut les tenir, on sera vigilant. En mars dernier, le ministère de l'Intérieur dévoilait les derniers chiffres de la délinquance à Lyon. Vol à la roulotte, trafic de stupéfiants ou encore violence volontaire. Les indicateurs sont à la hausse. Ce qui est terrible, et je me tourne vers vous, André Vallini, et c'est même incompréhensible parce que c'est contre-productif, c'est comment... Lorsqu'on est de gauche, on est, quoi qu'il advienne, on reste un peu un idéologue. Alors que les gens de droite ne le sont jamais. Pourquoi ce rapport depuis toujours avec la sécurité quand on est à gauche ? Enfin, la sécurité n'est pas un thème de droite. Elle ne devrait pas en tout cas, et elle n'est pas non plus un thème de gauche. C'est ça qui est absolument sidérant. Et on l'a vu avec Badinter qui a influencé le monde de la justice, au nom de l'idéologie, était toujours rattrapé par le réel.
Donc, et t'en es encore là aujourd'hui, en 2026 ? Non, moi je me reconnais pas dans Et je sais, l'idéologie des écologistes qui, à Grenoble, à Lyon et ailleurs, refusent de voir la réalité. Le maire de Bordeaux, d'ailleurs, va peut-être être réélu, lui, à la différence des autres, parce qu'il a été Répondez sur l'idéologie. Non, mais la moi, gauche est idéologue. Mais je vous parle pas de vous. Le premier président de département, le premier président de département à mettre des caméras aux abords des collèges. Des caméras aux abords des collèges. De manière générale. Et j'avais la gauche contre moi, donc vous voyez. Et André Vallini, je ne parle pas de vous. Oui. Pourquoi la gauche, quoi qu'il arrive, est idéologue ? Mais non, elle peut être pragmatique aussi, la gauche. Elle peut être pragmatique, mais bien sûr. Avant les élections. Mais non, En tout cas, pas à Paris, parce que C'est ça qui est toujours sidérant. Vous répondez pas à ma question. L'écologie Je punitive. vous ai dit qu'il y avait de la gauche, une gauche pragmatique, et j'en fais partie. le Parti socialiste s'allie avec les écologistes dans un certain nombre de villes. Par exemple, à Paris, Emmanuel Grégoire est candidat des socialistes et des écologistes. Et il refuse, par exemple, d'armer la police municipale. Thomas Bonnet. On pourrait citer les villes qui vous sont chères, Nantes ou Rennes. De la même manière, les maires sortantes socialistes, alliés là aussi aux écologistes, ne veulent pas Et vous sur la verrez sécurité. qu'à Nantes, ça se terminera avec la France Insoumise. Ça se terminera, Madame Roland, elle ira avec la France Insoumise. Parce qu'en plus, la droite et le centre se sont entendus pour un La candidat droite, commun. le centre, effectivement, ça peut bouger à Nantes. Après, c'est les Nantais qui devront réagir, mais elle ira. Mais c'est comme, comment dire, François Hollande. Il votera avec Jean-Luc Mélenchon, il l'a dit. Ouais. Quoi qu'il arrive. Vous avez vu, je vous le disais l'autre jour, vous me disiez non. François Hollande, il a dit, moi, je vote contre le Rassemblement national, il vote Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas dit que je vote Mélenchon, il a dit je vote contre le RN. Vous êtes... il Il y a le vote blanc qui est possible aussi. Ah, on vote, mais non. Non, il n'a pas dit le vote blanc. Ouais, il a dit Mais non, non, le Je sais RN. qu'il l'a pas dit. Ah bah tiens, je demande à Marine Lançon de Mais je sais, ressortir. je l'ai vu Bon sur bah votre alors, antenne. eh ben je vous l'avais dit. Oui. Bah voter contre le RN, c'est bien voter pour Jean-Luc Mélenchon dans un deuxième tour. Bah oui. Le pire n'est pas toujours sûr. Mais pourquoi vous répondez Le pas pire n'est pas toujours sûr. Mais là, c'est Moi, je lui ne qui crois le pas dit, à c'est pas deuxième moi. tour Le Pen-Mélenchon. Je n'y crois Ah pas. oui, mais vous croyez pas. Bah, Non, je n'y crois vous croyez pas. Non. Ah bon. Possible. Hein. Vous, en fait, vous êtes, et je ne vous le reproche pas, Oui. vous dites les choses telles que vous voudriez qu'elles soient. Bah oui, je suis un peu idéaliste, moi. Exactement. Bah, oui, je suis Oui, d'accord mais avec vous. il va se reproduire ce second tour, il se reproduira aux législatives, il y aura plein de petits seconds tours avec des candidats de la France Insoumise. Oui, mais cette fois, ils ne seront pas beaucoup mieux que Mélenchon face au candidat du RN. Eugénie Donc, ça va Bastier. se poser. Mais ce qui va être intéressant en ces municipales, c'est que vous vous souvenez qu'à la sortie du Covid, les écologistes avaient fait un triomphe dans les grandes villes. Et effectivement, ça ne s'est pas très bien passé, notamment à Bordeaux, notamment à Lyon. À Strasbourg. etc. Et ça va être intéressant de voir s'ils vont survivre à ces municipales, si les gens vont comprendre peut-être les conséquences de leur vote. Et j'attends avec impatience de voir le score des écologistes à ces municipales. Ce sont les municipales peut-être les plus importantes depuis de nombreuses années. La dernière fois que des municipales avaient été très importantes, c'était en 1983. Il y a eu 77 aussi. En 77, la gauche avait gagné Vous avez beaucoup de villes. Et en parfaitement raison. 83, c'est la droite qui avait gagné beaucoup de villes. Bien sûr, Il y vous avait avez un effet de raison. balancier, oui. En 77, et on imaginait d'ailleurs qu'un an plus tard, aux Oui, législatives, exactement. d'où la sortie de Rocard, Exactement. etc. Il n'y a pas une seule mairie macroniste à ma connaissance. Hein. Non, bien sûr. Ça n'a jamais Bon. pris, quoi. Jean-Michel Aulas, Si, dans les Non, disciplines, il y en a on beaucoup. va dire que Jean-Michel Aulas est macroniste. Non. Bon, le halal, avec ce sujet de Félix Pérola que vous allez voir, puisque la marque KFC, alors ça fait beaucoup parler. Bon, ce ne sont que 24 enseignes, pas 24 enseignes, 24 magasins sur plus de 1000, je crois, KFC, Moins, mais 400. qui vont être 100% halal. Voyez le sujet de Félix Pérola, parce que ça a fait causer. À partir du 21 janvier, 24 des 404 restaurants KFC en France vont passer au halal. Une offre dénoncée par l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair. Selon elle, c'est une réponse à une demande religieuse. Le halal n'est ni une tradition culinaire, ni une option sanitaire ou écologique. C'est plutôt une norme de pureté. Les anthropologues savent que les sociétés organisées autour de la pureté sont rarement compatibles avec les régimes démocratiques et leurs valeurs d'égalité et de liberté. L'anthropologue accuse également les acteurs religieux de faire de ce marché un outil de propagande pour la société islamique. En réalité, vous séparez les tables, appauvrissez la diversité, changez les règles traditionnelles de commensalité et donc le vivre ensemble. Et par votre inconséquence, vous travaillez à faire entrer dans nos démocraties fragilisées le djihad par le marché. De son côté, KFC explique vouloir rassembler le plus grand nombre et satisfaire une demande croissante du marché.
Et ce matin, Florence Bergeau-Blacker était l'invitée de la matinale. Je vous propose de l'écouter. Que quand KFC, comme les autres enseignes de fast-food, parlent de diversification, d'inclusion, de diversité, etc., et qu'ils comparent par exemple le halal aux offres de poissons ou aux offres végétariennes qui, elles, viennent se rajouter, alors que le halal est substitutif, eh bien c'est une fausse allégation. Les offres de poissons et végétariennes, elles répondent à des choix personnels et elles imposent à personne une norme, alors que le halal est une norme collective et qui s'impose et qui remplace. Eugénie Bastier. Non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Et puis, surtout un thermomètre d'une forme d'islamisation de la société française. Effectivement, pourquoi KFC se convertit au halal, c'est le cas de le dire, parce que ça va faire monter son business. Il paraît que les restaurants qui passent au halal ont une hausse de 30% de fréquentation et de chiffre d'affaires. Donc évidemment, c'est un choix de business avant même d'être un choix idéologique. C'est le marché qui s'adapte à une nouvelle configuration démographique de la France, tout simplement. Et alors on peut dire finalement, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des consommateurs français qui doivent aussi faire entendre peut-être une forme de mécontentement en disant à ces enseignes, voilà, soit nous les fréquenterons plus, soit nous irons ailleurs pour manifester aussi par la consommation que certains refusent aussi ce choix-là, parce que c'est un choix qui est imposé, puisque quand vous allez maintenant dans un KFC, vous serez obligé, vous, de prendre... que 24. Oui, il n'y a que 24 magasins, il y en a 1000. Hein. C'est une phase de test. Et en tout cas, quand vous allez dans ces magasins-là, ou quand vous allez dans un magasin qui a décidé de faire du halal, vous ne pouvez pas... Et le grand argument, c'est de dire que ça ne change rien pour vous. C'est le grand argument. J'ai parfois cité... Vous financez l'islam de France, puisqu'il y a une taxe sur le halal, et vous mangez un animal qui n'a pas été étourdi. Donc si vous êtes défenseur des animaux, oui. Oui, mais il y a des univers, et j'ai parfois cité des clubs de football où tout est halal, puisque les présidents me l'ont rapporté. Bon, c'est pas dit, c'est d'ailleurs pas développé dans les journaux de sport, l'équipe n'en parle pas. Non, mais c'est des demandes communautaires, c'est des demandes et des nouvelles mœurs. Bien sûr, de toute façon, c'est un marqueur civilisationnel. Après, c'est vrai qu'on a le mot qui a été créé par les frères musulmans, islamophobie, qui permet de tuer le débat sur tout. Après, ce que je trouve très intéressant, c'est que l'extrême gauche, là, ne nous parle pas de capitalisme et d'impérialisme, etc. Alors même que derrière, et on l'a vu sur des marques de sport, justement, ils faisaient leur business sur la question identitaire et religieuse. Il y en a 400 KFC en France. J'avais dit 1000, mais il y en a 400. Mais vous avez parfaitement raison, mais c'est le problème du capitalisme. Le capitalisme, il est prêt à tout pour vendre sa marchandise. Donc voilà. Si l'alliance du marché de l'islamisme. Voilà, c'est ça. C'est comme Nike qui faisait des jabs de sport. Mais bien sûr. Non, mais ce qui est choquant dans cette affaire, c'est que si j'ai bien compris, on n'aura pas le choix dans ces restaurants. Ah bah non. Vous aurez le choix de pas y aller. Il devrait y avoir le choix entre halal ou pas halal. Dans le restaurant, on devrait pouvoir choisir la viande que l'on veut manger. Obligé d'y aller. Vous aurez le choix de pas y aller si vous voulez. Bah, bien sûr, mais c'est des nouvelles demandes communautaires, c'est des nouvelles, voilà, c'est des mœurs nouvelles qui arrivent et qui sont liées à une immigration massive qui est venue sur le sol de France. Mais tout ça est très logique. Pardonnez-moi, tout ça est là. À partir du moment où vous avez dit aux gens, venez comme vous êtes, vous ne pouvez pas regretter les conséquences du monde que vous avez produit, Monsieur Vallini. Moi, de toute façon, je suis contre l'abattage des bêtes sans étourdissement. Que ce soit la viande cachère ou la viande halal, je trouve ça très cruel. Mais il y a 30 ans, en France, même les musulmans français ne mangeaient halal. C'était un truc... Ils ne mangeaient pas de porc, certes, mais ils n'exigeaient pas du halal. Maintenant, c'est une espèce de marqueur identitaire. Mais bien sûr, c'est vous. Vous avez voté François Mitterrand en 81. Ah oui. Vous avez, je veux dire, c'est votre monde aujourd'hui dont on a les conséquences. Pardonnez-moi de vous le dire. Depuis la victoire de François Mitterrand, il y a eu Chirac, Sarkozy, il y a eu la droite, Raffarin, Villepin, Fillon. Il y a eu beaucoup de gouvernements de droite depuis Mitterrand. Hein. Bien sûr. Plus de droite que de ceux gauche. qui parlaient d'immigration se faisaient traiter de fascistes. Ah oui, mais ou de racistes. Ils n'avaient pas beaucoup de courage alors. Non. Ah. Je vous le concède. Il est 9h46. Pierre Chasseret, formidable expérience. Racontez-nous ce que vous avez fait. Alors d'abord, est-ce que c'est dangereux ce que vous avez fait d'inhaler du protoxyde d'azote ? Oui, sans contrôle médical, évidemment. Bien sûr, on ne l'a pas fait dans les conditions que le font les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire que le protoxyde d'azote, lorsque les jeunes le prennent, ils remplissent des ballons de baudruche, les ballons d'enfants qu'on gonfle, ils le remplissent de protoxyde d'azote et ensuite ils inhalent l'intégralité. Ça, ils appellent ça le gaz hilarant. Il faut comprendre pourquoi il est hilarant. Il est hilarant parce qu'il prive l'oxygénation de votre cerveau. Et là, les conséquences neurologiques sont gravissimes. On peut avoir des gamins
qui ont des paralysies, des enfants qui derrière ne peuvent plus marcher correctement, qui sont en rééducation dans les hôpitaux. Et nous, on a regardé ça, l'association, en se disant, bon, il y a une augmentation du nombre d'accidents dû au protoxyde d'azote. De plus en plus, les forces de l'ordre retrouvent des bonbonnes achetées illégalement par Internet, importées, de protoxyde d'azote, accrochez-vous Pascal, goût kiwi, goût pomme. Donc là, c'est pas pour faire de la cuisine ou pour faire une espumade foie gras. Hein. On est très clairement dans l'inhalation, dans l'usage dérivé. Et là, les jeunes vont l'inhaler avec les conséquences sur la mortalité routière que l'on voit aujourd'hui. On a regardé ça, et je suis papa, j'ai 3 enfants. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de la prévention et pour enfin parler de quelque chose en toute connaissance de cause. On disait c'est dangereux, mais il n'y avait pas d'études. Donc on a décidé avec ma jeune collègue Jade, qui a 22 ans, on a décidé tous les deux de se mettre sur un simulateur de conduite au volant. Un très bon simulateur, évidemment. On a pris le meilleur en France, le simulateur de Stéphane de Velter. On s'est posé sur ce simulateur et on a conduit. Avant l'inhalation de protoxyde d'azote et après. Je tiens à préciser qu'on l'a fait sous contrôle médical et qu'on l'a fait en mixant et en ne privant pas le cerveau de son oxygénation. On a mixé oxygène et protoxyde de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque pour nous. Les résultats ont été cataclysmiques. C'est simple, Pascal. Multiplication de nos temps de réaction par 3. Impossibilité de garder une trajectoire droite sur la route. On a percuté tous les cônes numériques qui étaient à l'écran du simulateur. Et le pire enseignement, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression que l'effet est passé. Que ça y est, on a retrouvé notre état d'esprit normal. Non, on croit qu'on va bien, mais on continue à avoir des temps de réaction qui sont multipliés par 2 ou 3. On continue. Pendant combien de temps ? J'ai envie de dire que l'effet va se ressentir pendant une bonne heure. Et dans quel état vous étiez ? C'est agréable, c'est comme l'alcool, l'alcool n'est pas agréable forcément d'ailleurs si on en boit trop, mais dans quel état on est ? On est ivre ? Comment vous gérez l'état une sensation de courte euphorie où on est amené à faire n'importe quoi. Bon, on regarde un extrait. J'ai pas trouvé ça particulièrement agréable. On regarde un extrait de ce simulateur sur lequel vous conduisez. Il n'y a pas de miracle. Hein. C'est fou, c'est dingue. Et pire, tu vois Stéphane, j'arrive pas à prendre l'information vitesse et l'information route en même temps. Je me sens un peu gazeux, un peu dans le pâté. Celui-là aussi il va être beau. Alors au bowling, c'est un strike. Non mais là c'est fou parce que vous voyez, il y a des voitures donc qui sont arrêtées et vous ne voyez pas qu'elles sont arrêtées et vous freinez trop tard et évidemment il y a accident. Alors ça paraît complètement fou parce que là vraiment ça bousille le cerveau. Ce que j'ai pu constater surtout, c'est cette incapacité que j'avais à regarder en vision périphérique. Je voyais plus rien, je voyais ce qu'il y avait devant mes yeux et mes gestes étaient tellement lents. D'ailleurs, on le voit bien, je parle, je me reconnais à peine. Mes gestes étaient ralentis, ce qui fait qu'au moment où j'ai la perception qu'il y a un accident en face, qu'il va falloir que je freine de manière urgente. Le temps que mon pied se pose sur la pédale, appuie dessus, je vois que je vais à l'accident et je suis dans l'incapacité de réagir. On comprend, là. Il y a un deuxième extrait qu'on peut voir, on a le temps Marine ou non on n'a pas le temps parce qu'il est déjà 9h50. On a la procédure de classification tableau B des stupéfiants. Alors c'est là où c'est très important, c'est qu'il ne faut pas en faire un stupéfiant. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'au volant, on le classe dans l'infraction comme un stupéfiant et on compte sur les entreprises comme Sécu-Life, Contralco pour travailler au plus vite. Alors je vous interromps hélas parce que le carillon d'Europe 1 est là et notre ami Thomas Hill va nous annoncer le programme. Cher Thomas, avec aujourd'hui je crois Jean-Pierre Daroussin. Absolument, Jean-Pierre Daroussin qui pour une fois est à la télévision, pas sur scène. Je ne sais pas si vous étiez allé le voir pour Inconnu à cette adresse. Il avait repris cette pièce de Chris Taylor, c'est formidable. Jean-Pierre
Jean-Pierre Daroussin-sur-Seine. Et là, il est avec Élodie Frégé dans une fiction pour France 3. Un nouveau meurtre à Millau. Inconnu à cette adresse, qui était ressorti, c'est un texte très ancien qui était ressorti il y a 20 ou 25 ans et qui a été joué par de nombreux comédiens. Et c'est vrai que c'est formidable. Comme il nous reste 50 secondes, on montre un deuxième extrait. Merci Thomas et bonne émission à vous. Deuxième extrait. J'ai même pas vu. Il y avait un motard sur la route. Et je le connais, l'exercice. Ben, en fait, tout est confus en fait dans mes yeux. Je me sens un peu vaseux. Bah écoutez, c'est finalement la meilleure démonstration pour lutter contre ce protoxyde d'azote. J'ai une bonne nouvelle. Oui. J'ai une bonne nouvelle, c'est que cette action a été vue par le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui a décidé que le protoxyde d'azote serait détecté dans le futur stupotest qu'il y aura à l'intérieur des cars scolaires, ce stupotest que veut mettre en place le ministre des Transports. Et c'est une excellente nouvelle. Et en France, un accident mortel sur 2 est causé par l'alcool ou les stupéfiants. Et il s'agit de la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. C'est pas rien.